Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David, Cécile de Minibus. La pression monte, oui la pression monte, on ne peut pas dire le contraire, dans 1h27 et 15 secondes, si on est à la seconde près. Le coup d'envoi de France-Maroc, non c'est la pression qui monte, le coup d'envoi de France-Maroc sera donné. On va faire amener le défibrillateur là, pour la partie du direct. La 7e demi-finale de l'histoire de l'équipe de France. Alors c'est assez paradoxal. On avait perdu les 3 premières, mais on a gagné les 3 suivantes. Est-ce qu'on va continuer sur cette belle lancée? On croise les doigts, on touche du bois, et on peut l'espérer. Et c'est notre grand débat ce soir. Il n'y aura qu'un seul débat, évidemment. La France va-t-elle se qualifier pour la grande finale contre l'Argentine? Et vous voulez réagir? C'est le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Et on va voir si vous êtes optimiste ou plutôt pessimiste tout de suite sur Sud Radio. Et vous êtes, pour le moment, excusez-moi, 54% seulement. Bon, le sondage a été mis il y a 1 minute. 54% à penser que la France allait se qualifier. Avec nous pour en parler, vous avez reconnu sa voix, Frédéric Jouve, qui fait une demi-heure avec nous ce soir seulement, parce qu'après là, il va voir le match dans des circonstances sympathiques. Mais oui, c'est-à-dire que quand on s'engage à regarder un match chez l'un ou l'autre et qu'on commence à gagner, après on forme une équipe et après il faut rester ensemble, quoi. Voilà. Il est avec nous depuis le Maroc. On va prendre la température. David Garnier, auteur du livre D'un football l'autre, les 40 ans qui ont tout changé pour nous, qui vient de paraître aux éditions de Londres. Bonsoir. Bonsoir, salam alaikum comme hier, ça va porter bonheur ce soir. Il y a une ambiance incroyable au Maroc, là, alors l'électricité monte, d'ailleurs l'orage aussi, il commence à y avoir beaucoup de vent. Autant vous dire qu'à partir de 20h, ça va être la ville fantôme avec John Wayne, ici, c'est personne. Et si le Maroc marque, ça va faire péter l'échelle de Richter, vous avez intérêt à faire attention, mais c'est tout ce tellurique qui arrive. Bernard Pasquito, qu'on avait reçu pour la première, je crois, de l'émission, journaliste sportif qu'on ne présente plus, auteur de Didier Deschamps, La victoire et rien d'autre, qui vient de paraître aux éditions du Rocher. Bonsoir. Bonsoir. Toujours aussi motivé par rapport à cette évolution de l'équipe de France depuis le premier jour des vraies voix du mondial? On est en demi-finale, là, quand même. Oui, c'est déjà bien, oui. On a une chance sur 2 de se qualifier, comme dirait Deschamps. Oui, c'est souvent le cas dans un match à élimination directe. Et on a avec nous également, on l'avait eu, mais on était déjà en 8e de finale quand même, donc... on va dire qu'on respirait déjà un peu. Sabine Caligari, psychanalyste et fan de foot, auteur du livre Dans la tête de Zidane, publié aux éditions du Nouveau Monde. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Et Zidane, même quand il n'est pas là, il est un peu là quand même, toujours. Ah, c'est sûr que c'est un joueur qui aura profondément marqué l'histoire du football français, ça c'est clair. Il y a une ombre là. Et ce n'est pas terminé. Voilà, et c'est pas terminé. Et on a avec nous, au 0826 300 300, Dounia, on va prendre la température déjà, auditrice franco-marocaine. Bonsoir Dounia. Bonsoir. Vous êtes franco-marocaine et ce soir vous allez supporter le Maroc. Oui, tout à fait. Alors dites-nous, vous pensez qu'ils vont passer? Comment vous voyez le match? Écoutez, clairement sur le papier, on n'est pas favori, on n'est pas l'équipe la plus talentueuse, mais on a un état d'esprit qui est incroyable, qui est admirable depuis le début de la compétition. Les joueurs, avec leur entraîneur Regragui, sont portés, on a l'impression qu'ils sont transcendés, qu'ils vont mourir sur le terrain. Ils sont hyper touchants, ces joueurs, ils sont même désarmants. Quand on les voit danser avec leur maman sur la pelouse, ils ont la foi, c'est super beau. En fait, ils nous rassemblent autour de nos valeurs, et il y a beaucoup, aujourd'hui on ne représente pas que le Maroc, le Maghreb, le monde arabe, l'Afrique, ils se reconnaissent tous dans nos valeurs, dans la solidarité, dans la chaleur humaine, je sais pas, c'est magnifique ce qui se passe. Alors, c'est vraiment... Je vais vous poser une question à tous. Je l'ai lu dans l'Équipe aujourd'hui. Et il était écrit dans l'Équipe, un journal qui a pignon sur rue, que tout le monde connaît, je cite, « Le monde entier souhaite la victoire du Maroc ». On va donner la parole aux vraies voix. David Caligari, pardon, je vous marie avec Sabine Caligari, pardon, David Garnier, désolé, les bancs du mariage ne seront pas publiés. David Garnier, est-ce qu'au Maroc, les gens disent ça, ce que dit l'Équipe aujourd'hui, que la France, que tout le monde souhaite la victoire du Maroc? Mais oui, il n'y a pas que l'équipe. Dans le monde entier, on a vu d'ailleurs l'impact incroyable à l'international du parcours du Maroc, que ce soit de Tel Aviv à New York, en passant par évidemment gonflé à bloc. Mais c'est vrai que pour une fois, nous, la France, on va être dans la situation. C'est un peu Rocky Balboa contre Ivan Drago. Il y a vraiment Rocky 4. Rocky Balboa, c'est le Maroc. Et nous, pour une fois, on est le gros méchant.
et tout le monde souhaite la victoire du Maroc. Mais franchement, si j'étais pas français, je souhaiterais la victoire du Maroc parce que Dounia a entièrement raison et c'est frais, c'est sympa, ils ont l'air gentils, etc. Après, elle met une dimension culturo-religieuse, etc., de valeur dans tout ça, mais à juste titre. Mais effectivement, le monde entier est pour le Maroc ce soir, je crois. Vous êtes d'accord avec ça, Frédéric Jouve? Oui, rien de neuf sous le soleil, c'est normal, c'est l'ogre contre le petit poucet, le monde entier. Mais même nous, souvenez-vous le match Costa Rica-Allemagne, pendant 8-9 minutes, le Costa Rica a failli sortir et l'Allemagne et l'Espagne. Et l'Espagne directement. 2 ex-champions du monde, quand et même. pendant 8-9 minutes, le monde entier, sans doute, était derrière le Costa Rica qui allait sortir la grande Allemagne. Si le Brésil, il y a eu un Brésil-Cameroun il y a quelques années, tout le monde était pour le Cameroun. Année, et le Cameroun a gagné 1-0. Et la France, c'est pareil, tout le monde va être pour le Maroc. Alors, peut-être qu'on peut poser la question à Sabine, parce que là, c'est le cerveau humain. Pourquoi est-ce que à chaque fois qu'un gros joue contre un petit, le monde entier est pour le petit? Tiens, Sabine Caligari, pourquoi est-ce que très bonne question pour la psychanalyste, pourquoi est-ce que tout le monde est pour le petit, pour Astérix contre les Romains, quoi? À part que là, Astérix est marocain, c'est toute la différence. C'est Hamid contre Goliath. La dimension de l'admiration, c'est pas la même chose que la dimension de l'amour. On peut admirer le fort, mais on aime l'outsider, le faible, c'est David contre Goliath. Donc, ce qui suscite l'amour, c'est plutôt l'outsider que le vainqueur, qui lui suscite autre chose, l'admiration, l'identification. Et puis, moi, je crois qu'il y a un facteur fondamental, peut-être encore plus maintenant, c'est qu'on a envie d'imprévisible. On vit dans le monde des datas, la prévisibilité, des systèmes déterministes, et le fait qu'au fond, dans cette Coupe du Monde, tout le monde se soit trompé dans les pronostics. Ça, c'est vrai. Voilà, le Brésil était imbattable jusqu'à ce qu'il soit battu par la Croatie. L'Argentine a été battue par l'Arabie Saoudite jusqu'à devenir maintenant finaliste. Le Maroc n'avait pas une chance sur le papier et a battu des nations tout à fait... La Belgique, la Croatie, 2e et 3e de la dernière Coupe du Monde, quand même. Excusez du peu, c'est plutôt pas mal. Donc tout le monde s'est trompé dans les pronostics et je pense que le public aime ça, ce système imprévisible. Bernard, je pense qu'on doit être la seule station de radio ou chaîne de télévision qui avons invité une brillante psychanalyste autour de la table pour parler de football. Je tenais à le faire remarquer. Elle était très intéressante autrefois quand on en a parlé. Mais ça l'est. Et je n'ai jamais autant regretté de ne pas être sur le plateau. Merci Philippe. Bernard Pasquito. Ça fait une moyenne. Est-ce que vous permettez que je vous rappelle des mauvais souvenirs avant de donner la parole à Philippe Bilger et vous faire répondre? Oui, allez-y. Ajouter bien près du micro. Je pense que c'est pas tellement de l'amour du petit. Je pense qu'on a envie de voir tomber le gros. Oui, c'est différent. Ouais, un petit peu. Moi, j'étais je me marrais assez quand les Marocains ont battu l'Espagne, ont battu le Portugal. La Belgique. Oui, la Belgique, c'était en match de poule. Mais ça, c'est le sort des Belges. Éliminer l'Espagne et le Portugal. Je trouvais ça assez marrant. C'est pas pour autant que j'avais un amour délirant pour les Marocains. Mais je voudrais vous ramener 40 ans en arrière. Vous vous rappelez à la Coupe du Monde 82, quand il y a eu France-RFA, ce match mythique, le monde entier était pour la France parce que la France était le petit poussé. Ça vous rappelle pas ça un peu quelque part? Ouais. Même si ça est mal terminé pour nous. C'est une autre histoire. C'est l'histoire des France-Allemagne à l'époque. Je sens que vous voulez plus reparler de Schumacher-Battiston. Ça vous a trop marqué aussi. Oui, j'y étais moi en plus. Je travaillais là et c'est vrai que c'est un souvenir. J'entendais quelqu'un hier qui disait que Philippe Sansfourche sur RTL qui disait que il n'avait jamais pu regarder ce match à nouveau. Ah oui, il pouvait pas. C'est comme Alain Giresse qui nous avait dit qu'il l'a regardé 300 fois en cassette vidéo ou en DVD, mais il s'arrête après son 3e but. Il dit j'arrête parce que je cours vers la finale de la Coupe du Monde. C'est complètement fou. D'un point de vue psychologique, on fera une émission rien que pour ça. Philippe Bilger, et vous êtes d'accord avec ça, ce que dit l'équipe, que tout le monde est contre nous? Alors, pour une fois, je vais m'abandonner à ma passion perverse de la minorité, c'est-à-dire que je ne suis pas naturellement chauvin, mais moi, je souhaite absolument la victoire de la France. Mais pour expliquer un petit peu, ou tenter d'expliquer pourquoi il y a cette passion pour le Maroc, je crois que on sent bien qu'il y aura une géographie très particulière des émotions quand on regarde un match où il
y a théoriquement une équipe qui est légèrement supérieure et une autre qui n'est pas inférieure mais a moins de moyens. Et il y a quelque chose qui fascine en sachant, en connaissant parfaitement les chemins par lesquels on va passer, en souhaitant que l'une gagne probablement, mais que l'autre résiste le plus longtemps possible. Les vraies voix du mondial. 18h42, nous sommes donc à 1h17 minutes et 10 secondes du coup d'envoi. Vous voyez, là, c'est carrément pavlovien. La pression monte. Et notre sondage, un seul sondage ce soir. Pensez-vous que la France va se qualifier pour la grande finale? Vous êtes désormais 67% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David. Retour des vraies voix du mondial et la tension monte à 1h15 du coup d'envoi. Je rappelle que le match sera en direct sur Sud Radio, commenté par nos amis Benjamin Glaise et Rémi Dos Santos. Avec nous pour parler football ce soir, Philippe Bilger bien évidemment, Frédéric Jouve, David Garnier qui a écrit un livre d'un football l'autre, les 40 ans qui ont tout changé pour nous, Bernard Pasquito, journaliste, auteur de Didier Deschamps, La victoire et rien d'autre aux éditions du Rocher, et Sabine Caligari, psychanalyste, fan de foot, auteur de Dans la tête de Zidane, publié au Nouveau Monde. Et on a avec nous Dounia, donc franco-marocaine qui va supporter le Maroc. Est-ce que quelque part, en tant que supportrice de foot, vous pensez que si le Maroc passe, ça peut passer de très peu parce qu'ils ont été plus usés physiquement que les Français, ils ont joué une prolongation des tirs au but, ils ont eu un groupe plus dur en jouant des équipes comme la Belgique et la Croatie, ou que malheureusement, si ça se passe mal, que les Français marquent les premiers, ça peut prendre une tournure Argentine-Croatie comme hier soir? Alors, il faut surtout pas que les Français marquent en premier. Ah ben ça nous aurait étonné que vous disiez le contraire. Oui. Non, je pense qu'il faut qu'on résiste. Il faut qu'on résiste. Malgré la fatigue, je pense que, voilà, si on résiste, si on garde notre tactique, notre stratégie, notre bloc défensif, on peut arriver aux prolongations et avec beaucoup de chance jusqu'au tir au but. Vous avez battu les Espagnols 3-0. Oui, exactement. On a un gardien Bono qui est juste hallucinant, c'est incroyable. On a des défenseurs, même nos attaquants défendent. Enfin, vraiment, il faut vraiment qu'on résiste en fait. Il faut pas faut qu'on accepte déjà qu'on n'ait pas le ballon. Voilà, on a la France en face. Après, je pense qu'on est assez lucide. Regragui, l'entraîneur, il est très lucide. Il sait à qui il a affaire. On sait que voilà, on va affronter l'équipe, les champions du monde, clairement. Et donc, je pense que on peut, voilà, on connaît nos failles, on connaît nos défauts, et on peut jouer de ça aussi. Justement, David Garnier, comment vous le sentez, vous? Comment on le sent au Maroc, le match? On se dit, il faut jouer le béton, se mettre derrière en espérant pas prendre de but et planter un contre, ou on se dit, on a déjà réussi la compétition, on est demi-finaliste, on est la première équipe africaine et on va jouer notre jeu à fond, crânement? Les deux, il va y avoir évidemment une prudence défensive. Ce qui est marrant d'ailleurs, cette question par rapport à la manière dont c'est ressenti au Maroc, c'est que finalement, quand on parle de ce match ici, on parle très peu de football pur. On parle d'envie, de volonté, de tout ça. D'ailleurs, Regragui, Dounia m'excusera, il pourra peut-être m'aider dans la traduction, il a un leitmotiv en ce moment qui est Dirounia, qui veut dire un petit peu, il faut mettre il faut monter le niveau de l'intention. Vous voyez, c'est un petit peu l'envie d'avoir envie. C'est comme ça qu'on pourrait le traduire en français. C'est du Johnny Hallyday dans le texte. Ouais, c'est un peu du Johnny Hallyday berbère. Et donc, ou du Goldman. C'est vraiment dans cet état d'esprit qu'il y a ici. On parle peu de football, on parle peu de tactique. On parle essentiellement de cette envie. On est vraiment dans le syndrome petit pousset Coupe de France là. C'est exactement ça, avec des joueurs de grande qualité. On y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Frédéric Jouve. Bon, c'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux. C'est clair. C'est une équipe qu'il faut respecter. C'est une équipe qui est en demi-finale de Coupe du Monde. Moi, je suis absolument ravi qu'on joue le Maroc. J'aime ce peuple, j'aime ce pays, j'aime cette joie de vivre. J'aime moins leur football, pour tout vous avouer, que je trouve pas, que je trouve efficace, mais qui est pas un joli football. Maintenant, voilà, on a toutes nos armes. On est champion du monde. On va chercher une 3e étoile. C'est pas pour tomber contre le Maroc ce soir, avec tout le respect que je leur dois. On essaye d'accrocher, d'être la 4e équipe qui
fait au moins 2 finales de Coupe du Monde consécutives. Il n'y en a pas eu tant que ça. Il n'y a que l'Italie, le Brésil et l'Allemagne qui les fait. Vous voulez réagir, Bernard Pascuto, et ensuite Sabine? Je voudrais ajouter une petite chose, parce que j'entends pas parler du tout ces jours-ci à propos du Maroc. C'est que quand même, il y a 6 mois environ, il y avait encore un sélectionneur qui s'appelait Ali Lodzik, qui a fait cette équipe. J'ai lu et relu que quand même l'entraîneur actuel s'est beaucoup inspiré et appuyé sur ce qu'avait mis Ali Lodzik en place. Et je pense que le système marocain qui triomphe aujourd'hui, voilà, c'est aussi à Vaïd c'est important de le dire. Le malheureux, ça fait 3 fois qu'il qualifie des équipes pour la Coupe du Monde et qui ne peut pas y aller. C'est vrai. Et on le limoge. Après, c'est absolument extraordinaire quand même, comme destin. C'est le destin des entraîneurs et des sélectionneurs. On est sur un siège en permanence, Bernard. Généralement, on se fait virer quand on a échoué, mais quand on a réussi, c'est moins fréquent. Et voilà, pour le reste, moi, quand j'entends dire que la France est quand même assez largement favorite, le Maroc, c'est une équipe qui a battu la Belgique, tenu en échec la Croatie, nul, qui ensuite a éliminé l'Espagne et le Portugal. Comment est-ce qu'on peut considérer que on est largement favori? L'Espagne-Portugal, c'était des favoris de la Coupe du Monde. Oui, c'est vrai. Donc, alors, je pense qu'on a un avantage avec l'expérience. Ça, c'est vrai. Probablement. Avec le banc, quand même, parce qu'ils ont quand même beaucoup de blessés, les Marocains. Et puis parce que la Coupe du Monde jusque-là a été moins difficile pour nous. On a moins laissé de plumes, on n'a pas joué de prolongation, on n'a pas joué de tir au but, on a pu faire les coiffeurs contre la Tunisie. Le point de vue de la psy, justement, de la psy fan de foot, est-ce que quand on joue un match où on a tout à perdre, comme les Bleus, parce que imaginons une défaite contre le Maroc, là ce serait vraiment un échec. Tout le monde dirait, comme le disait Bernard, on est les grands favoris, mais bon, sur le terrain, au tableau d'affichage, il y a 0-0 au début. Est-ce que quand on n'a strictement rien à perdre, comme le Maroc, où ils sont déjà des héros dans leur pays, des héros dans tout le monde arabe, des héros dans toute l'Afrique, est-ce que quelque part, finalement, là, ils risquent pas de desserrer le frein à main, de jouer et de faire le match de leur vie pour éventuellement atteindre une finale? Et comme on dit dans les petites annonces, c'est plus si affinité. Tout ce qu'on dit là, tout ce qu'on dit les uns et les autres, et votre question montre à quel point le facteur mental est majeur. Et je trouve que depuis le début de cette Coupe du Monde, c'est particulièrement en exergue. Il y a une sorte d'imprévisibilité des matchs. Un match, surtout dans un tournoi et pas dans un championnat, c'est un système complètement indéterministe avec un nombre d'aléas, de variables, de facteurs multiples qui rendent les choses extrêmement difficile à prévoir mécaniquement. Et quand il y a un système aussi complexe qui n'a pas forcément à voir avec le facteur technique, avec les victoires précédentes, avec la domination d'une équipe, ce qu'on sait, c'est que sur ces systèmes complexes, le facteur mental est extrêmement important. Et on peut le prendre d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire qu'on connaît la célèbre peur de gagner dans le sport de haut niveau, qui peut être tellement paralysante. On a connu ça au tennis avec Yvonne Lendl pendant des années. Exactement. Et parfois, c'est quelque chose qui demande d'aller faire des mutations intérieures pour dépasser ça. La peur de perdre, c'est tout aussi paralysant. On le voit au point de pénalty. C'est vrai. Donc, on peut dire que les deux sont vrais et qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans la tête et du collectif et de chaque individu. Bernard, parce que tu veux réagir. C'est ce qui est très intéressant, mais c'est ce qui est très intéressant dans le football, d'ailleurs. Oui. C'est ce qui est incontrôlable, ce qui est incontrôlé. Prenez Angleterre-France. Oui. Bon, tout le monde focalise sur Kane qui rate son penalty. Bon. Mais la faute que fait Hernandez avant sur Kane, c'est un geste de folie. Ah oui, quand on y pense. Ça, exactement. Moi, ce qui m'a frappé en plus, c'est qu'on voit à la télévision, à la fin du match, que Deschamps vient vers lui, l'embrasse, et en même temps lui dit « tu avais fait faute ». Parce que Hernandez, il est persuadé qu'il a pas fait faute. Nous, on a vu qu'il le prend bien dans le dos, mais lui, il pense qu'il a fait les fautes. C'est ça qui rend le football extraordinaire. Philippe Bilger, vous êtes d'accord, le point mental va être essentiel et l'expérience des Bleus peut jouer en notre faveur? Ah mais hier, rappelez-vous, Philippe, j'étais d'accord avec vous, donc avec le plus grand spécialiste de foot de Sud Radio, sur l'importance capitale du mental. Et comme vous parlez de la peur de gagner,
Malheureusement, elle a toujours été, en ce qui me concerne, au rendez-vous pour les matchs de tennis. Mais plus sérieusement, pour non pas répondre à Bernard Pasquito, je ne le permettrai pas. Il y a une différence avec les grandes équipes qu'a battu le Maroc, c'est que la France, elle, est parfaitement consciente du parcours qu'a accompli le Maroc, et donc elle va arriver au combat persuadée qu'elle ne doit pas non seulement mépriser l'équipe adverse, mais surtout la prendre très au sérieux. Et je n'imagine pas une seconde, pardon Dounia, qu'à un moment donné, directement par Mbappé ou indirectement par les espaces qu'il libérera, on ne parvienne pas à marquer au moins un but malgré cette formidable muraille. Ce serait stupéfiant. Les vraies voix, 18h56. Bernard Pasquito, vous m'avez remis une chose en mémoire quand Hernandez disait qu'il n'avait pas fait faute. Il y a une vingtaine d'années en Italie, Pierluigi Collina était le plus grand arbitre italien et il ne comprenait pas, avec ses autres collègues, que les joueurs viennent toujours discuter. Ils ont dit à la FIGC, la fédération italienne, on va faire un quiz pour voir la connaissance des règles du football par les joueurs. Et les notes avaient été tellement catastrophiques que les arbitres du calcio avaient fait des cours de rattrapage aux joueurs professionnels de la Serie A, qui était le championnat qui dominait le monde entier, parce que les trois quarts connaissaient pas les règles du foot. C'est quand même pas mal, non? Oui, oui. Enfin, dans le cas d'Hernandez, c'est surtout que c'est dans le mouvement, il donne son coup d'épaule et pour lui, il le donne à l'épaule. Et en fait, nous, on voit bien qu'il le donne dans le dos. On se retrouve tout de suite pour ce débat passionnant dans les vraies voix. Frédéric Joux, vous nous laissez. Merci. Et bien, toujours un plaisir de vous avoir. Demain soir, vous serez là. Avec plaisir. Avec un débrief très sympa, j'espère. Bon match. Merci, bon match à tous. Mais David reste avec nous. Oui, je reste. Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David. Retour des vraies voix du mondial. Philippe Bilger est resté avec nous. Frédéric Jouve est parti affûter les crampons. On l'avait avec nous. Il est toujours avec nous. David Garnier en direct de Marrakech, auteur du livre D'un football l'autre, les 40 ans qui ont tout changé pour nous, qui vient de paraître aux éditions de Londres. Stavin Caligari, psychanalyste, fan de foot, auteur de Dans la tête de Zidane, publié aux éditions du Nouveau Monde. Et Bernard Pasquito, journaliste, auteur de Didier Deschamps, La victoire et rien d'autre, qui vient de paraître aux éditions du Rocher. Notre débat du soir, oui, parce que évidemment c'est l'actu chaude, le coup d'envoi est dans 55 minutes et à peu près 15 secondes. Est-ce que la France va battre le Maroc? Vous êtes désormais 63% à dire oui sur Twitter. On va reprendre avec vous, Dounia. Quand le Maroc a battu la Belgique, alors qu'elle n'était pas favorite, qu'elle a fait match nul contre la Croatie, la Belgique 3e de la dernière Coupe du Monde, la France 2e, la Croatie pardon 2e. Ensuite une victoire contre l'Espagne, ensuite contre le Portugal. Vous vous êtes dit je rêve, ou vous vous êtes dit bah non c'est la réalité. Comment ça s'est passé chez vous? On a une psychanalyste donc c'est parfait, elle pourra tout expliquer. Dounia? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok. J'étais au Qatar en fait pour voir les 2 premiers matchs du Maroc. Oui. Vous avez vu donc la Croatie et la Belgique? Oui, exactement. Et en fait, nous, ce qu'on espérait, enfin vraiment, j'espérais ça de tout mon cœur, c'était simplement une égalisation avec la Croatie, c'était de perdre contre la Belgique et de gagner 1-0 le Canada. Ça, c'était vraiment mon ambition suprême, quoi. Donc oui, clairement, c'est vraiment le rêve, c'est incroyable ce qu'on vit, c'est vraiment... jamais j'aurais pu imaginer que le Maroc soit en demi-finale aujourd'hui contre la France. C'est juste incroyable. Et c'est ce que dirait Gragui, c'est pour ça, je ne sais plus, votre interlocuteur parlait de Nia, c'est un terme qui revient souvent dans la bouche de Gragui. Oui. Et des Marocains, Nia, en fait, ça veut dire la foi. Et c'est la foi, c'est une foi qui est spirituelle, qui n'est pas particulièrement religieuse. Et c'est vraiment ça, c'est pour ça qu'on sent, et c'est pour ça que ce qui rend vraiment cette équipe attachante, c'est qu'on sent qu'ils sont portés et qu'ils vont au-delà de leurs limites. Parce que clairement, face à une équipe comme le Portugal, face à Ronaldo, face à Modric, face à Lukaku en Belgique, clairement, nous, on a des joueurs, nos joueurs, ils jouent pas dans la même catégorie. Et on le sait, et c'est ce qui rend ça beau. C'est la magie du foot. David Garnier, vous qui êtes à Marrakech, on parle de miracle là-bas, où on se dit pince-moi je rêve, frottez-vous les yeux. Comment réagit le peuple? Il parle de... Mais c'est un peu ce que je vous disais hier, on n'est pas vraiment dans la notion de miracle, au contraire, on a l'impression qu'il y a
ils réalisent qu'ils ont une très très bonne équipe et qu'ils peuvent aller au bout, qu'ils sont en pleine progression. Et on n'est pas du tout là-dedans. Mais encore une fois, on ne parle pas beaucoup de football. On parle beaucoup, comme disait Dounia, de cette envie, de cette foi, de cette intention. On en est même arrivé à des symboles. Vous savez que pour les demi-finales, on a changé de ballon. Oui, et que exactement. Le ballon jusqu'à maintenant s'appelait, alors excusez-moi pour la prononciation, Al-Rihla qui signifie le voyage, et maintenant c'est Al-Hilm qui signifie le rêve. Donc on en est à se raccrocher à tous ces symboles en disant ça y est, on va jouer avec le ballon qui est le rêve, c'est notre rêve. Maintenant, on va peut-être en parler un petit peu après aussi, il va falloir se remettre un petit peu les pieds sur terre et parler de ce qui va se passer sur le terrain entre les blessés. On a quand même un pays qui a été classé 22e au classement FIFA avant, nous il y a une réalité du terrain qui fait que le rêve, l'émotion, tout ça, il y a un risque pour le Maroc, parce que la fatigue physique compte, de terminer comme la Croatie hier, qui a vraiment payé des efforts physiques et une fatigue chronique sur cette compétition. Donc c'est beau de rêver, etc. Mais ici, ils sont aussi conscients. Ce sont des gens qui connaissent le foot, hein, ils savent ce que c'est qu'une compétition. Donc, ils savent effectivement que s'ils gagnent, ça tiendra à pas grand-chose et ce sera de très 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 bonne surprise. Bernard Pascuto, vous avez écrit un excellent livre sur Didier Deschamps. On a parlé de Walid Regragui, qui est le meilleur tacticien des deux. Ben, on va voir ce soir. Hein, vous vous mouillez pas là. Non, mais je pense que Deschamps est un remarquable tacticien. Il l'était déjà quand il était joueur. Après, moi, je trouve qu'il n'a pas non plus un grand éventail pour répondre. Alors, est-ce que l'entraîneur marocain affirmera un éventail plus ample que celui de Deschamps? Ben, je crois qu'il est quand même limité. À un moment donné, on l'a bien vu. Puis je dirais, pour ajouter à ce que disait Philippe Bilger, que moi je pense pas que l'Espagne et le Portugal notamment aient pris de haut le Maroc après l'avoir vu jouer contre la Belgique et contre la Croatie. C'est sûr, avec une victoire et un nul. Donc voilà, donc nous on va arriver sérieusement, évidemment. Ça, je fais confiance à Deschamps pour ça, hein, pour prendre les Marocains au sérieux. Et puis il a été marqué par un certain 17 novembre 93, France-Bulgarie, il était sur le terrain. Donc mais il faut savoir que les Espagnols et les Portugais notamment, j'ai suivi le match, ils l'ont pris très au sérieux. Oui, c'est vrai. Et ils l'ont perdu quand même. Sabine Calegari. Les Portugais n'ont commencé à jouer que lorsqu'ils ont été menés. Hein. Il s'était créé quand même une ou deux occasions avant, mais le Maroc défendait quand même plutôt bien, notamment Joao Félix qui a mis une belle frappe vers la 15e minute de jeu. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même réagi vraiment vigoureusement, un peu tard, à mon avis. Là, je suis d'accord avec Philippe Bilger. Sabine Calegari. Moi, ce qui me frappe, s'agissant du Maroc, c'est que effectivement, le terme de miracle me paraît pas approprié. Rêve, il y en a toujours dans les grands exploits. C'est qu'on assiste à une forme de mutation presque en direct, c'est-à-dire qu'il y a un effet chrysalide dans le Maroc, qui a été invisible pendant un certain temps, qui vient au grand jour. Je pense que pour le dire comme ça, Regragui a voulu la mutation du football marocain, de sortir de ce que j'appelle moi néophyte, le hurrah football, où on se projette vers l'avant, pour adopter un football... Le kick and rush, comme disaient les Anglais. Ouais. Un football beaucoup plus complet, beaucoup plus pensé. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de voir ces deux hommes face à face. Parce que j'ai écouté attentivement les dernières interviews de Regragui, parce que c'est toujours dans la parole qu'on trouve les vérités profondes. La psychanalyse pense ça. Et pour moi, il a à la fois un point fort et un point faible. C'est-à-dire qu'il a européaniser en quelque sorte le football marocain, et c'est pas faire offense au football africain ou du monde arabe, mais c'est le rendre plus mature en prenant Deschamps comme modèle. Et Deschamps qui a italianisé le football français, à mon avis. Oui. Et je pense que prendre Deschamps pour modèle, ça peut aussi être sa faille. Parce que quand il dit que pour lui, c'est pas vous que je vais l'apprendre Bernard, qu'il a la culture de la gagne, qu'il essaie de transmettre au Maroc, et que pour lui, Deschamps, c'est son idéal d'entraîneur, quand on joue contre son maître et contre son idéal, je pense qu'il y a aussi un effet d'inhibition et que c'est une forme de faille possible du côté de Regragui. Je rappelais tout à l'heure que le grand échec de Deschamps en équipe de France, moi, au-delà de ce qui s'est passé avec France-Suisse, qui est plutôt une catastrophe industrielle et quelque chose qui ne se reproduira pas, mais le grand échec de Deschamps, c'est la finale de l'Euro
2016, contre ce Portugal qui ne jouait pas, qui n'a pas. C'est pour ça quand Philippe et Ronaldo qui se blesse en début de match. Quand Philippe dit ils ont commencé à jouer au bout d'un moment, quand ils ont été menés, les Portugais, mais ils ont fait ça pendant tout l'Euro. C'est une équipe ici également très défensive, comme l'équipe de France. Qui va commencer à jouer ce soir? On a vu d'ailleurs hier, c'était très intéressant, Croatie-Argentine. Oui. Ils ont passé 25 minutes sans jouer, chacun dans son camp. On croyait à un moment donné qu'ils jouaient à ballon prisonnier. Et puis il y a eu cette bévue qui a fait basculer le match. Un penalty. Sinon, 2 équipes qui ne jouaient pas. Après un but avec 2 contre favorables dans la surface. Philippe Bilger, un mot? Eh bien, moi, quand j'écoute Dounia, elle est tellement enthousiaste et convaincante que je finis par douter de ma propre affirmation. Mais enfin, je continue à me tenir dans la quasi-certitude que l'équipe de France va gagner, parce que même si l'imprévisibilité domine dans cette Coupe du Monde, je pense que lorsqu'on approche des épreuves finales, l'épreuve capitale, là, il y a une sorte de logique du parcours et de l'histoire qui reprend le dessus. Bon les amis, on voyage, on est en direct de Marrakech, on a Dounia qui est franco-marocaine qui revient du Qatar, ça vous dirait un petit voyage à Buenos Aires? Un petit peu de tango, tiens, la comparsita. Parce que dans quelques instants, on va partir pour Buenos Aires, prendre la température là-bas. On sera avec Gustavo Farias, artiste franco-argentin. Il va nous raconter l'ambiance et comment les Argentins voient cette demi-finale France-Maroc. Qui espère-t-il rencontrer? On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix du mondial. La Fan Zone. La Fan Zone, on prend la direction de Buenos Aires. Les débats continuent avec Bernard Pasquito, journaliste, auteur de Didier Deschamps, Les Victoires et rien d'autre, aux éditions du Rocher. Sabine Caligari, psychanalyste, auteur de Dans la tête de Zidane, aux éditions du Nouveau Monde. David Garnier, comme Frédéric Joux, va dû nous laisser. Philippe Bilger, en tant que point de base de l'équipe, est évidemment resté là. Et on prend la direction de Buenos Aires. Buenas tardes, Gustavo Farias. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, tiens, on vous a préparé quelque chose pour vous faire plaisir, vous permettez? Le deuxième but de l'Argentine hier en version originale. Bien de Cabello también Di Valeo. Tira la pelota a Leo, se viene Julián, encaralo. Encaralo Julián, anda. Ya picó Molina, encaralo Julián, anda. Julián, gol. ¡A la Argentina! ¡Gol! Argentina, carajo. Ah bah tiens, Gustavo, vous qui êtes en plus artiste franco-argentin, votre père c'était José Farias qui a joué au Red Star à Strasbourg et au TFC. Vous pouvez nous faire un but de l'Argentine là en version originale? Le but de, écoutez, le but de Messi, tiens. Contre le Maroc. Non, le but de Messi, tiens, où Messi fait la passe décisive à Alvarez hier soir, le 3e. Pouvez-vous la faire pour la derecha de la cancha, allez-y. Tiene que Messi por la derecha, engancha, le está marcando Volcán, el otro con Lago, que tiene 20 años menor que él, se la lleva por la derecha, y va encarando, va por la derecha, Amago, por los 3 pelota, encaró Messi, se la devuelve por la raya, se la da, Julián Alberto, gol. Ah, ça mérite des applaudissements. Alors, comment a-t-on vécu la victoire de l'Albi Céleste à Buenos Aires et dans toute l'Argentine, Gustavo? Écoutez, c'est un rêve éveillé. Parce que hier soir, on s'est parlé hier, même dans le plus fou des supporters argentins, jamais il y aurait eu l'ombre d'un 3-0. Jamais, parce que la Croatie, on sait ce que c'est une grande équipe, c'est l'ex-Yougoslavie, c'est des grands techniciens, donc ça a été vraiment une surprise et bien sûr agréable. Et de voir Messi comme ça jouer à ce niveau, mais pour nous c'est un rêve, quoi. C'est, je veux dire, le mec qui dépasse le défenseur qui a 15 ans de moins que lui sur les 80 minutes de découlé et qui se touche la jambe derrière juste aux 10 minutes du match, l'Argentine ne respirait plus et tout d'un coup il nous sort c'est le but de Maradona contre les Anglais, mais en insistance. On va faire réagir nos vraies voix. Bernard Pasquito, vous avez des questions pour notre ami Gustavo Farias en direct d'Argentine? Oui, enfin Messi, pour vous c'est un rêve de le voir jouer comme ça. Pour nous à Paris, c'est toutes les semaines. Hein. Je suis désolé, mais
Mais oui, non, cette année, cette saison, il est extraordinaire. Il est redevenu Messi, et moi, ça me fait très plaisir. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait une finale France-Argentine, parce que même si la France la perdait, il y aurait le plaisir de savoir que Messi l'a gagné. Voilà. Eh ben ça c'est fair play, et c'est très bien dit, parce que je vais vous dire un truc, moi qui suis franco-argentin et qui supporte Messi depuis 17 ans, la France, et particulièrement, je ne vais pas les nommer, mais ils n'ont pas été très gentils avec Messi. Et je crois qu'ils ont péché d'un péché mignon que font souvent les Français, c'est de confondre la méchanceté et l'intelligence. Et je trouve que des fois, ils étaient un peu trop méchants avec lui. Non, je pense que... Mais c'est Camus, c'est Camus qui dit ça. Je pense que pour une partie de la France, le gros défaut de Messi, c'est qu'il est venu jouer à Paris. Surtout du côté de Marseille. Il était très admiré avant. Sabine Caligari. Oui, alors Messi, là, est dans un état de grâce qui procède d'une résilience assez incroyable, parce que son rebond au PSG n'était quand même pas prévisible. Je pense que peut-être a-t-il rebondi au PSG parce qu'il avait en ligne de mire cette Coupe du Monde aussi. Et la question que je voulais poser à notre Gustavo Farias, c'est que finalement, est-ce qu'il n'y a pas là un phénomène quasi religieux, c'est-à-dire que pour la première fois, Messi et le peuple argentin se rencontrent à ce point-là. Il y avait la Copa América, mais maintenant c'est une rencontre dans sa plénitude, où finalement le peuple argentin aurait fait suivre, après le dieu Maradona, le Messi. Après le Dieu, le Fils de Dieu, donc le Messie, de point de vue religieux, c'est impeccable. Gustavo Farias. Mais de toute manière, tout ce que vous dites est tout à fait juste, sauf que le quasi est en trop. C'est pas quasi religieux, c'est complètement religieux, et ça nous donne une logique comme ça, vraiment spirituelle, parce que ça a une dimension spirituelle, et faut pas oublier que j'en ai parlé un petit peu hier soir, que Messi, comme Diego, s'est transformé en héros maintenant en étant adulé, mais en ayant été haï dans son propre pays. Messi, pendant beaucoup d'années, il était un Catalan qui s'était échappé de l'Argentine pour aller jouer en Espagne. Donc c'était presque un traître, voilà. Mais il est allé pour grandir, surtout. Oui. Voilà, oui, bien sûr. Mais vous savez, quand on habite en Argentine, la plupart des grands joueurs argentins, ils ont toujours fait un passage, même si c'est 2-3 ans comme Maradona à Boca ou à Argentine Juniors, dans un club de pro, alors que Messi, il est parti tellement petit qu'il n'avait pas eu l'occasion de jouer en première division, et ça lui a fait beaucoup de mal. Et moi, aujourd'hui, je me suis baladé avec le maillot de la France en Argentine. Oui, vous avez envoyé les photos, et je vous ai dit que vous étiez très courageux de vous balader avec le maillot de l'équipe de France en Argentine. Ah oui, vous avez raison. Je suis très courageux, parce que j'ai eu 3 mecs qui sont venus vers moi à l'œil un peu hagard, et je leur ai dit, pourquoi tu ne me demandes pas, au lieu de me regarder comme ça, pour qui je vais être dimanche si la France gagne? Parce qu'aujourd'hui, je suis pour la France, parce que c'est la France qui va jouer. Et je suis français, donc je suis pour la France. Mais demande-moi dimanche si la France joue contre l'Argentine, avec qui je vais être. Ah ben je vais être pour l'Argentine. Eh ben oui, parce que je suis pour Messi. Parce que Messi, j'adore Messi, voilà. Philippe Bilger, qui est un peu au vrai voix, ce que Messi est à l'équipe d'Argentine. On me fait dérisoire comme comparaison. Non, je voudrais demander à Gustavo très rapidement 2 questions. J'ai été très étonné par le comportement de Messi lors du match contre les Pays-Bas, mais il s'est révélé un capitaine pour la première fois discutailleur, presque étonnamment caractériel. C'est depuis qu'il joue avec Verratti. C'est pas parce qu'il perçoit l'importance de cette Coupe du Monde. Et deuxième question, Gustavo, très rapide. Finalement, beaucoup de gens disent, et sans doute ont-ils raison, que la défaite de l'Argentine lors du premier match a été une aubaine pour elle. Eh bien, écoutez, en vous répondant par la dernière question en premier, oui, complètement, parce qu'ici, le premier match, c'était un désastre. Mais dans ce désastre, il y a eu une fusion populaire autour de l'équipe d'Argentine, et que je crois que le groupe l'a senti, parce que vraiment toute l'Argentine était avec le groupe. Parce que Messi avait démontré avec l'équipe d'Argentine en Coupe América qu'ils étaient capables du meilleur. Donc les gens n'ont pas perdu la foi, pour revenir au thème religieux, dans leur équipe. Et ça,
Et ça a vraiment percuté le groupe d'une manière extraordinaire. Et pour revenir à la première question, c'est il faut pas oublier que la Copa América, il y a un geste de Messi. Quand les Argentins, parce que les Argentins sont un peu roublards, faut pas dire, mais quand les Argentins se sont moqués à la fin du match des joueurs brésiliens, c'est Messi lui-même qui a dit non, on se moque pas des Brésiliens, pas de chansons contre les Brésiliens. Ils ont donné l'exemple contre les Croates, mais les Hollandais, ils n'ont pas été très sympas avec les Argentins. Ouais. Donc, les joueurs de foot, il n'y a pas de ketchup dans les veines, il y a du sang. Gustavo, donc, c'est toute une... Je ne défends pas ce qu'a fait Messi, mais si, je défends quand même. Gustavo, il reste même pas une minute. Je vous demandais de répondre en 30 secondes. Quelle est l'image des Bleus là-bas, en Argentine, de l'équipe de France? Alors, l'image des Bleus, c'est une image... Ben, c'est tout à fait l'image de la France. Vous savez, mon père disait souvent, les pays jouent au foot comme ils vivent. Et ben, l'image de la France, c'est une image d'une équipe très soudée, très organisée, multiraciale, qui a vraiment un esprit qui partage en commun. C'est d'abord le groupe et ensuite l'individu. Et ils font peur et beaucoup de respect, parce qu'il y a bien sûr ce super phénomène de prince héritier, pour moi, de Messi, qui est Mbappé, qui, même s'il a un autre poste pour la prochaine décennie, ça sera lui l'empereur du foot, parce que c'est une merveille. Mais c'est pas qu'on les craint, on les respecte beaucoup, et je dois dire qu'il y a un petit esprit de revanche par rapport à la dernière Coupe du Monde. La dernière Coupe du Monde. Loyale, mais vous menez 2-1, les Argentins, vous avez battu en 30 et en 78, on vous a battu en 2018, et on croise les doigts de vous rencontrer en finale. Merci beaucoup, Gustavo. On regarde le contact jusqu'à la fin de la Coupe du Monde avec vous. Bon. Merci à vous. J'aime la France. Allez, merci à tous et mucha mierda para Francia. Allez, merci beaucoup à vous. Tout de suite, on retrouve l'équipe des sports de Sud Radio. Benjamin Glaise, Rémi Dos Santos pour l'avant-match et ce match en direct. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Merci Sabine Caligari. Merci Bernard Pasquito. Merci Philippe Bilger. Et allez les Bleus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.